Ça, c'est une garantie de l'égalité entre les partis politiques qui vont concourir. À partir du moment où l'administration posait un problème de confiance, elle a été retirée. Ça a été consacré, confirmé à CBT. Deuxième garantie qui a été donnée, c'était une des revendications de l'opposition, qu'elle soit radicale ou républicaine d'ailleurs. C'était le bulletin unique. Le bulletin unique, cela a été rappelé et consacré à CBT, va être adopté, utilisé pendant l'élection présidentielle de 2016. Enfin, il y avait la biométrie. La biométrie, son principe a été rappelé. Mais je vous rappelle ceci, parce que des pays voisins ont expérimenté la tentative de passer à la biométrie. C'est un processus qui ne se fait pas en 1 an, en 2 ans. Il y a des pays qui, au bout de 3 ans, n'ont pas encore réussi à mettre en place la biométrie. Donc, la biométrie est retenue sur son principe, mais elle sera progressivement mise en place, parce que si la classe politique et la société civile souhaitaient qu'elle le soit immédiatement, eh bien l'élection présidentielle, pour répondre à quelqu'un qui a parlé du danger tout à l'heure, n'aurait pas lieu en 2016, mais peut-être en 2019 ou 2020. Donc, le gouvernement de la République, soucieux effectivement de faire de la compétition une compétition équitable, juste et transparente, a pris les mesures nécessaires. Enfin, puisque vous évoquez ce sujet, la CONEL, la composition de la CONEL et le reste peuvent-ils garantir une compétition démocratique? Mais la CONEL est une instance paritaire. Elle l'a toujours été. Elle l'a toujours été. C'est-à-dire que les différents organes nationaux de la CONEL sont composés à parité des représentants de l'administration, l'État donc, des partis politiques de la majorité comme de l'opposition et de la société civile. Ce qui va être renforcé avec l'institutionnalisation dont nous avons parlé, c'est de faire que cette parité se retrouve aussi dans les organes locaux. Alors vous voyez que les avancées sont importantes et sont suffisantes pour garantir une compétition à la fois démocratique et juste. Oui, je suis Pierrette Yoa pour le journal Avenir. Ma question s'adresse au ministre. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen pour décrisper la crise politique maintenant, de suspendre le référendum et cette fois-ci tendre la main à l'opposition radicale pour un dialogue inclusif cette fois-ci? Bon, écoutez, madame, vous n'êtes pas congolaise. Vous n'êtes pas une observatrice, disons, depuis 13 ans, des aléas de la vie politique du Congo. Alors je vais me permettre de vous rappeler ce qui se passe depuis 13 ans. Il se passe ceci, c'est que l'opposition radicale, si on avait attendu qu'elle accepte, qu'elle condescende de participer aux élections, il n'y aurait pas eu d'élection depuis 2002. Parce qu'elle se comporte. Vous voyez le tiercé, hein, les Congolais s'intéressent un peu au tiercé. Vous voyez les chevaux, là, quand il y a des obstacles, hein, les chevaux ils sautent l'obstacle. Et il arrive, quand on regarde une course de tiercé, qu'un cheval refuse de sauter l'obstacle. C'est-à-dire que le cavalier arrive devant l'obstacle et le cheval s'arrête net et généralement il fait même tomber le cavalier. Ben, l'opposition radicale se comporte un peu comme ça depuis 13 ans. C'est-à-dire que ça fait 13 ans qu'elle réclame des choses et quand le président, dans son devoir de régulateur, comme j'ai dit tout à l'heure, du vivre ensemble, décide d'y accéder, ben, l'opposition, elle fait comme le cheval, elle s'arrête devant l'obstacle. Le président convoque le dialogue des veaux en 2009, avant les élections présidentielles. Dialogue demandé par l'opposition radicale à l'époque. Au dernier moment, ils disent on ne veut pas y aller. Puis, ils convoquent le dialogue de Dolizy, à leur demande. Et au dernier moment, ils disent on n'y va pas. En mars 2015, madame, l'opposition radicale transmet au président un mémorandum exigeant un dialogue national, en disant on veut parler de la gouvernance électorale et du reste. Le président, 2 mois après, accède à la demande de l'opposition radicale et de la société qui discutait déjà du principe de l'évolution des institutions, appelle l'ensemble de la société au palais présidentiel pour ces consultations. Vous avez entendu la réponse de cette opposition radicale? Eh bien, elle a encore réagi comme le cheval qui se cabre devant l'obstacle. Elle a dit « on ne vient pas ». Et puis le président a décidé, malgré cela, je dis bien malgré cela, de convoquer un dialogue. Ils ont été appelés
Et ils ont dit, il nous faut des invitations, il faut ceci, on ne veut pas parler de cela, surtout pas d'évolution des institutions. Alors, quelle est cette opposition? Et encore une fois, bien entendu, elle s'est braquée comme le cheval en disant, on ne va pas à CBT. Et cette opposition décide à ce moment-là de convoquer non pas un dialogue alternatif, parce que c'est un terme assez curieux. Le dialogue alternatif, c'est quoi? C'est donc des gens qui doivent discuter entre eux. Mais puisqu'ils étaient déjà d'accord entre eux-mêmes, puisqu'ils disaient d'avance, on est contre le changement de la Constitution ou l'évolution des institutions. Ils ont dialogué avec eux-mêmes. Et un dialogue où on est déjà d'accord dès le départ, ça s'appelle un meeting politique, pas un dialogue. Ils ont fait un meeting pendant 3 jours où ils ont décidé, chose curieuse, de retransmettre, paraît-il, un document au président. Vous voyez, madame, qu'on est là face à des gens qui veulent d'une chose et de son contraire. Et s'il fallait que depuis 2002, l'État s'arrête de fonctionner parce que des gens demandent des choses et quand on les leur accorde, s'arrêtent et font effectivement le refus de sauter l'obstacle, il n'y aurait pas eu de processus démocratique depuis 2002. Je vais même vous citer un exemple. Il parle du processus de révision des listes. J'ai suivi récemment, je crois hier ou avant-hier, une conférence de presse des partis d'un groupement de l'opposition radicale. Ils ont dit, ben voilà, le gouvernement veut faire une révision des listes électorales, ils nous ont écrit, on ne veut pas y aller. On n'ira pas. Donc encore une fois, on bloque devant l'obstacle. Je vais quand même rappeler ce que c'est que la révision des listes, parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. La révision des listes qui est menée par l'administration et la CONEL, selon la loi électorale, est un mécanisme qui est annuel, c'est-à-dire que, comme dans tous les pays organisés, chaque année, on révise les listes. On les révise sur la base de quoi? Du fichier lié au recensement administratif. Le Congo a connu un recensement administratif spécial en 2013. Ce recensement a été mené par toutes les parties en présence, parce que dans tous les pays organisés, dits de vieille démocratie, c'est l'administration tout seul qui le fait. Mais au Congo, le président de la République souhaitant inclure toute la classe politique et la société civile dans le processus, parce que, paraît-il, on manque de confiance vis-à-vis de l'État, avait demandé au ministère de l'Intérieur que ce recensement administratif spécial soit fait avec la société civile et les partis, y compris ceux de l'opposition. C'est ce qui a été fait. Donc le fichier administratif qui a été élaboré lors de ce recensement administratif spécial, c'est lui qui va servir, qui sert depuis quelques jours de matrice à la révision des listes électorales. Donc là, nous sommes arrivés à une phase qui est la suivante. Il faut que ce soit concret pour tout le monde. On est arrivé à la dernière phase de vérification des listes électorales. Quand on fait un recensement administratif, vous savez ce que c'est. C'est les agents recenseurs qui vont dans les domiciles de chaque Congolaise et chaque Congolais et vérifient qui habite là, il y a combien d'enfants majeurs, il y a combien de parents, comment est composé le foyer, on relève les noms et on établit la liste du recensement administratif qui est un recensement à caractère démographique. Et de là, l'administration extrait de cette matrice le fichier électoral, c'est-à-dire on sort de là les Congolais qui ont plus de 18 ans, ceux qui sont en âge de voter. Et c'est cette liste-là, ce fichier qui a été extrait de la matrice, qui est affiché en ce moment dans les quartiers. Et maintenant, là où nous sommes, ce qu'on appelle révision, c'est simplement l'opération qui fait que vous, moi, tous les Congolais qui sont en âge de voter doivent aller dans leur quartier, là où sont affichées les listes, vérifier si leur nom est là. Et si leur nom n'est pas là, les agents qui sont là, qui sont dans le cadre des commissions locales de révision, vont récupérer avec eux leur identité, vérifier qu'il s'agit bien de gens majeurs et les inscrire sur la liste. De même, la liste qui est affichée, c'est l'occasion, quand on l'affiche, si moi j'ai un parent qui est mort entre-temps, qui était dans le fichier, eh ben je vais dire à l'agent du système de révision, eh bien monsieur, mon papa là, il est mort entre 2013 où vous aviez fait le recensement, et maintenant il n'existe plus, il faut barrer son nom. C'est ça. C'est un acte volontaire, c'est-à-dire que les Congolaises et les Congolais vont voir la liste qui est dans leur quartier, vérifie si leur nom est là, vérifie s'il n'y a pas d'erreur matérielle, vérifie si un parent décédé ou qui a changé de quartier est là ou pas là, et à ce moment-là, on modifie la liste de manière à tenir compte de la réalité. Et puis les enfants qui, entre-temps, ont eu 18 ans, parce que ceux-là aussi, ils viennent et ils mettent leur nom en disant « Moi, je n'avais pas 18 ans quand vous avez fait le recensement, maintenant j'ai 18 ans, je dois voter ». C'est ça la révision, c'est un acte personnel volontaire. Maintenant, qu'est-ce que l'État a dit? Encore une fois, en tenant compte
du manque de confiance de la classe politique. Le président a instruit le gouvernement de dire, bon, puisque les partis se disent, vous allez faire des fichiers truqués, demandez à chaque parti de désigner leurs représentants qui connaissent les électeurs là, au niveau local. C'est eux qui vont accompagner la commission de révision. Et ils pourront dire à leurs électeurs, inscrivez-vous parce qu'on va aller dans l'élection présidentielle demain. Nous, on a envie de gagner l'élection. On voudrait bien que vous soyez inscrits. C'est ça l'opération de révision. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tordu dans cela? Rien. Alors, un parti, je dis bien, un parti responsable, qui ose dire « Ah non, il n'y a que 4 jours, ça veut dire que c'est une magouille », c'est ce que j'ai entendu. Mais ce n'est pas à eux d'aller vérifier les listes dans tout le pays, c'est aux électeurs, là où il y a leur liste, que ce soit à Imfondo, à Sibiti, à Brazza, à Dolisie, à Pointe-Noire et n'importe où, d'aller dans leur quartier et de vérifier si leur nom est bien là. Et eux, on leur donnait la possibilité, quand le ministre de l'Intérieur, à la demande du président, leur dit « associons vos militants », on leur donnait la possibilité de s'assurer que leurs électeurs sont bien enrôlés et bien inscrits. Ils refusent. Mais il n'y aura pas d'autre révision, madame. Ça veut donc dire que, encore une fois, devant l'obstacle, ils résistent. Et après, ils vont pleurnicher pour nous dire « Non, mais finalement, c'est un fichier truqué. » Mais sur quelle base vous le direz? Puisque vous avez l'occasion unique, maintenant, de demander à vos militants d'aller s'inscrire. Puisqu'ils sont sûrs d'être majoritaires, eh bien qu'ils nous le prouvent en inscrivant leurs militants, en demandant à leurs militants d'aller massivement s'inscrire. C'est ça la démocratie. Bon, le dernier point, ils disent 4 jours, c'est pas assez. Non, il n'y a pas besoin de plusieurs semaines. Moi, je suis dans un quartier de Brazzaville, j'ai vu l'endroit où sont affichées les listes électorales, je me suis déplacé pour aller voir si mon nom était bien inscrit. Il n'y a pas besoin de plusieurs semaines pour faire 200 ou 300 mètres dans son quartier pour aller vérifier si on est bien inscrit. Et comme les agents recenseurs et autres sont sur place, il n'y a pas besoin de plusieurs semaines pour lui dire « Je m'appelle Monsieur Mungala, j'ai plus de 18 ans, voilà ma pièce d'identité ». Il y a besoin de combien de jours pour ça? Donc voyez-vous, madame, il faut que nous rétablissions la vérité pour l'opinion nationale et internationale. Le président de la République a mis tout en œuvre depuis 13 ans, à la fois pour améliorer le processus et en même temps pour inclure toutes les forces politiques et sociales. Maintenant, certaines acceptent, certaines refusent, mais l'État avance. Et si l'État avait continué ou continuait à courir après ceux qui refusent de sauter l'obstacle, il n'y aurait pas eu de processus démocratique depuis 13 ans. Victoire Ayoum, rédactrice en chef de Vox Africa TV, la chaîne panafricaine par excellence. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir reçus et de faire cette conférence de presse. Et merci d'avoir permis que je puisse poser ma question, qui est très simple. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la Constitution de 2002, qui visait à répondre à une situation d'urgence, à savoir ramener la paix et reconstruire le pays. Alors, au-delà de l'opposition radicale, si l'on écoute peut-être certains pans de la société congolaise et peut-être même au-delà de la sous-région, des Africains de la sous-région qui peuvent regarder au Congo comme un modèle, il me semble qu'il y aurait peut-être 2 points sur lesquels des inquiétudes ont été soulevées. Et ces 2 points sont le nombre de mandats d'un président à la tête du pays et l'âge légal limite d'un candidat à la présidentielle. Est-ce que l'on pourrait imaginer que dans le cadre de la rénovation de la Constitution, du changement constitutionnel, on ne puisse pas toucher à ces 2 points et tout à fait continuer à permettre, comme le soulignait le président, donc d'adapter au nouveau contexte socio-économique du pays la nouvelle Constitution sans pour autant changer ces 2 points? Bon, moi, je ne sais pas et je ne comprends pas sur quels critères politiques ou juridiques on interdirait à un peuple qui a décidé souverainement, il y a 13 ans, d'adopter une constitution qui avait un certain nombre de caractéristiques, que le même peuple qui n'a pas changé, ce n'est pas d'autres Congolais qui sont venus d'une autre planète, c'est le même Congo avec les mêmes Congolais. Que ce peuple, dans sa majorité, dise « nous voulons l'évolution des institutions parce qu'on a envie d'un certain nombre d'évolutions qui soient en rapport avec la situation d'aujourd'hui, pas celle d'il y a 13 ans, mais celle d'aujourd'hui. » Sur quels critères on voudrait empêcher ce même peuple, qui n'est pas un peuple différent, de vouloir changer ce qu'il a fait lui-même il y a 13 ans? Je ne vois pas. Et je ne vois pas en quoi des forces qui ne sont pas congolaises, que ce soit la communauté dite internationale, ou que ce soit des amis du Congo tout à fait bienveillants vis-à-vis de nous, décideraient à la place du peuple et de dire « vous touchez à des choses, mais pas à ça et pas à ça ». C'est le peuple congolais qui décidera. Et en toute souveraineté, comme il l'a toujours fait.
Nous avons toujours, madame, réglé nos problèmes sans qu'il y ait une interférence de la communauté internationale. Nous sommes un pays qui a connu, on l'a dit tout à l'heure, des conflits tellement graves qu'il n'y avait plus d'État. Nous étions revenus à une sorte de jungle. Le Congo a pu, grâce à la dextérité du président de la République, sortir de cela sans avoir recours à une espèce de mise sous tutelle auprès de la communauté internationale. Ce n'est pas pour des choses beaucoup moins graves, comme l'évolution des institutions, qu'on aurait besoin d'avoir des gens qui, de l'extérieur, nous diraient « vous touchez à ça, mais pas à ça ». C'est le peuple qui décidera qu'on touche à cela ou à ça. Vous parlez donc du nombre de mandats. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est la gouvernance, madame. C'est la gouvernance. Les Congolais, n'écoutez pas seulement ceux qui discourent peut-être à 6 000 ou 7 000 kilomètres sans connaître la réalité. Que disent les Congolais d'ici? Ils disent par exemple, moi je suis ministre, je vous cite un exemple pour qu'on soit concret. Les Congolais veulent que le gouvernement soit rendu responsable devant les élus du peuple que sont les parlementaires. C'est quelque chose de simple. Eh bien, cette chose simple va être mise en place dans le cadre d'une nouvelle gouvernance. Ça, les Congolais, ça leur parle. Parce que ce qu'ils disent, oui, ces ministres-là, le président, c'est vrai, leur fait confiance, mais on a besoin aussi de sentir qu'ils aient un peu la pression du peuple, là, ici, un peu plus que celle seulement du président. Et pour ça, il faut qu'il soit possible de les renverser ou de faire une motion contre eux quand ils se comportent ou quand ils gèrent mal. Ça, c'est des choses qui relèvent de la gouvernance. L'histoire du nombre de mandats est quelque chose qui n'est pas l'objet de la discussion. Les Congolais veulent que l'État, à travers son levier qui s'appelle le gouvernement, à travers les institutions, soit plus proche de leurs préoccupations. C'est cela qu'ils veulent. Vous évoquez un autre point, l'âge limite du candidat qu'on ne devrait pas toucher. Bon, madame, je vous cite un exemple, là également. Que dit la Constitution de 2002 ? Parce que je lis ce que les jeunes disent. Les jeunes disent, oui, mais on est écarté du système politique, on s'aperçoit qu'on ne peut pas entrer dans la vie politique parce qu'il y a des verrous. Eh bien, la Constitution actuelle contient trop de verrous qui empêchent les jeunes d'entrer. C'est là le véritable déverrouillage qu'il faut faire. Aujourd'hui, si un jeune, on en connaît beaucoup qui veulent faire de la politique, qui veulent s'investir dans la société et dans l'espace public. Mais souvent, ils sont bloqués par les verrous de la Constitution. Le premier verrou, c'est qu'on dit, pour être candidat à la présidence, il faut avoir 40 ans ou 45 ans au minimum. Le deuxième, qui est le plus terrible, il demande 15 ans d'expérience professionnelle. Nous sommes au Congo. Combien de jeunes de 30 ou 40 ans ont 15 ans d'expérience professionnelle ? Donc nous leur interdisons, par ce verrou majeur, d'entrer dans la vie politique. Ça veut dire que le reproche qui est fait par les Congolaises et les Congolais à la classe politique en disant « vous êtes trop vieux, vous êtes ceci », si on maintient les choses, nous pérennisons ça. Nous pérennisons le fait qu'il n'y a que des vieux comme nous là qui, effectivement, rentrent dans la vie politique et y demeurent. Les jeunes se voient fermer la porte de la vie politique. Oui, là, il faut déverrouiller, effectivement, madame. De même, je ne vois pas sur quels critères objectif on dirait qu'un monsieur qui a 69 ans est apte à être président de la République, mais le jour où il a 70 ans et 1 mois, il n'est plus apte à être président de la République. Expliquez-moi la césure. Cela a été fait à un moment où il fallait effectivement créer les conditions d'élection présidentielle apaisée avec un personnel politique qui était connu. Aujourd'hui, et les jeunes ont raison, les femmes ont raison, il faut ouvrir l'espace. Et cet espace sera ouvert en faisant sauter ces verrous qui sont inutiles et inutilement blessants.